Bienvenue sur Le Journal du Pharmacien, le podcast qui explore la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de continence menstruelle, plus connue sous le nom de flux libre instinctif. Le flux libre instinctif, ce n'est pas du contrôle. Le flux libre instinctif, c'est l'art de danser avec son flux, l'art de maîtriser son flux et d'écouter son corps. Comme le dit Mélissa, le FLI n'est pas réservé à une élite de femmes connectées à la Lune, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique ou une pratique New Age à la mode, mais une pratique bien réelle et qui peut être expliquée scientifiquement. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse la parole à Mélissa Carlier, kinésithérapeute spécialisée dans la pratique, qui vous expliquera tout cela mieux que moi. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Pharmacien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa Carlier, qui est kinésithérapeute spécialisée dans le flux libre instinctif et la symptothermie, et donc dans l'accompagnement des femmes dans l'autonomie menstruelle. Bonjour Mélissa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bonjour Chloé, merci beaucoup pour cette invitation. Écoute, je vais bien. Je suis très heureuse d'être là et je suis très heureuse de partager sur ce sujet. Moi aussi, je voulais déjà te remercier pour tout le travail que tu fais. C'est vraiment incroyable. Bah écoute, oui, c'est vrai que moi, maintenant, ça fait tellement longtemps que je suis tombée dans la marmite que c'est devenu quelque chose de très normal pour moi, mais c'est vrai que c'est encore très très innovant et pas si connu que ça. Donc c'est passionnant, il y a tellement de choses encore à découvrir sur ces sujets-là et je suis contente d'apporter tous ces outils au monde pour permettre aux femmes d'accéder à cette connaissance, quoi. Mm. Hmm. Mais tu vois, moi j'ai vraiment l'impression, enfin du coup j'ai lu ton livre parce que j'ai pas dit aussi, du coup t'es Ouais, autrice du guide du flux libre instinctif. Moi en c'est ça. découvrant ces sujets et la symptothermie du coup, Mm. j'ai vraiment l'impression que t'es juste en train d'ouvrir une porte qui a été fermée mais qui a été déjà ouverte en fait. Bah, en fait, c'est une bonne question. Est-ce que on est en train de récupérer des capacités qui étaient déjà naturelles et connues? Est-ce que on évolue et qu'on développe des nouvelles capacités? Effectivement, il y a toujours une partie à l'intérieur de ça qui se dit oui, mais peut-être que dans un autre temps, une autre époque, d'autres types de sociétés, les femmes avaient déjà cette connaissance et se la transmettaient. Parce que, en fin de compte, ça parle de l'autonomie de notre corps. Et le corps est bien fait. Et comme je le dis dans l'introduction de mon livre, pourquoi tout serait bien fait dans le corps, sauf les règles et le cycle menstruel. Pourquoi on serait capable de tout gérer par nous-mêmes, sauf nos règles qui demandent bah voilà, d'aller chez le gynéco pour gérer notre fertilité, d'aller au supermarché pour pas se mettre du sang partout. Enfin, il y a quand même une vraie dépendance aujourd'hui qu'on a complètement normalisée. Et en fait, remettre en question ça, c'est assez nouveau parce que c'est tellement inculqué de manière naturelle et inconsciente à notre plus jeune Hmm. âge que pour sortir de ce prisme, ça demande un petit effort de dire, ah mais attends, ça pourrait être autrement. Et si c'est autrement, ce serait plutôt ça, la norme. Et c'est vrai que moi, avec toutes ces années et de pratique personnelle et de recherche et d'accompagnement, je commence à être vraiment de plus en plus convaincue que c'est c'est ça la norme, c'est de savoir vivre son cycle en conscience, vivre ses règles en conscience et se sentir, se ressentir et se maîtriser en fait. Parce que au-delà du fait qu'on pourrait se passer de tampons et de cups, il y a énormément de bénéfices. En fait, ça apporte aux femmes énormément de choses qui montre que comme si le corps et l'esprit n'attendaient que ça. Hmm. Et c'est ça, moi, qui me montre que bah, peut-être qu'elle est là la bonne voie. Parce que les femmes témoignent de choses assez magnifiques derrière, à travers cette pratique du flux libre instinctif, donc de maîtriser son flux menstruel et d'aller libérer le sang aux toilettes comme on le fait pour le reste, quoi. Comme on apprend à un enfant de faire pipi aux toilettes, et ben nous on apprend à fluer, à libérer le sang aux toilettes. Et en fait, ça a plein de bénéfices qui arrivent derrière, bénéfices secondaires, qui finalement deviennent
le cœur du sujet au bout d'un moment, parce que c'est Hmm. ça finalement qui finit par nous tenir dans cette pratique. Donc voilà, j'ai pas la réponse parce que bah, on le saura jamais avec certitude, mais en tout cas, c'est vrai que dans les explorations ça laisse quand même suggérer que on a tout ce super pouvoir en nous et qu'il fallait juste qu'on nous le montre en fait. Hmm. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le flux libre instinctif et c'est quoi la continence menstruelle? Ouais. Le flux libre instinctif, donc c'est un terme comme ça qui évoque pas forcément grand-chose, enfin qui pourrait évoquer plein de choses. Euh, que j'ai pas inventé ce terme de flux libre instinctif. C'est un terme que moi-même j'ai découvert il y a bientôt 10 ans et qui m'a qui a nommé en fait quelque chose que j'étais en train de découvrir en moi-même. Donc c'est une manière de gérer ses menstruations comme je le dis, de manière consciente et volontaire, et c'est bien là le cœur du sujet, c'est qu'on met de la conscience dans la manière de gérer notre flux pour libérer le sang aux toilettes, de manière favorable aux toilettes, plutôt que de le laisser se déverser sur soi dans une culotte menstruelle, serviette, tampon, cup, de manière inconsciente et involontaire. Et ça, c'est important parce que moi, j'ai vraiment une approche douce, non dogmatique, etc. Parce que l'apprentissage est progressif. Et il y a parfois des contraintes sociétales, du travail et tout qui fait que bah, on peut se retrouver parfois un peu limité. Et donc, on garde quand même une culotte menstruelle dans la pratique. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, quand on pratique le flux libre, la culotte, elle est encore sèche. Peut-être qu'on a eu une coulée qui s'est échappée pour une raison X ou Y, alors que sans le flux libre instinctif, on a certainement dû changer notre culotte menstruelle 2 ou 3 fois dans la journée. Elles sont imbibées de sang. C'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, même si parfois on doit laisser couler dans la culotte pour une raison, on va dire, d'organisation, il y a une conscience dans cet acte qui fait que bah, j'ai ressenti en amont l'écoulement, j'ai ressenti la contraction. Là, je peux absolument pas faire autrement et c'est OK. Hmm. Mais c'est vrai que cycle après cycle, on se rend compte quand même que c'est très facile d'aller fluer aux toilettes parce que bah, les toilettes, c'est un besoin qu'on a pas que pour fluer, hein. Il faut qu'on ait accès aux toilettes. C'est pas quand même quelque chose de... On ne demande pas à la lune que d'avoir accès aux toilettes, quoi. Et donc, ça se pratique de plus en plus facilement à tel point qu'après, on a vraiment du mal à revenir en arrière, quoi. En Hmm. général, une femme qui commence à pratiquer le fibre instinctif, pour remettre un tampon ou une cup, c'est vraiment que, je dirais qu'elle n'a pas le choix ou qu'elle est dans une situation très très compliquée, mais ça devient extrêmement rare parce que même ça, on développe tellement fort notre sensorialité, notre interoception, que la sensation du tampon, de la cup devient extrêmement forte, là où Hmm. avant, il y avait comme une espèce d'anesthésie Hmm. euh, intérieure, tu vois. Hmm. Donc, cette hyper conscience de notre bassin fait partie aussi du travail, quoi. Mhm. Moi, j'ai beaucoup aimé justement cette approche douce parce que j'avais entendu parler du flux libre instinctif et j'étais persuadée que c'était contracter le périnée. Donc j'avais un peu Mhm. essayé et en fait c'était horrible et j'arrivais pas du tout. Et Eh du coup oui, j'avais eh oui, complètement abandonné jusqu'à ce que je tombe sur ton contenu et je me suis dit ouais, ah c'est complètement autre chose en fait. Et du coup c'est ça. c'est là que je suis tombée dedans en fait et que la mayonnaise a pris. C'est ça. Mais en fait, il suffit de comprendre notre corps et comment ça fonctionne. Et ce qui est assez magique, c'est que tout part de l'éducation, de la connaissance. Et effectivement, si on part du mauvais pied et qu'on se dit, bah, ça a l'air génial de plus avoir besoin de tampons et de serviettes, ok, bah, je vais serrer mon périnée toute la journée. Hmm. Il y a quelque chose qui est antinaturel, c'est impossible de serrer le périnée toute la journée. C'est impossible de serrer le périnée pendant toute l'écoute de ce podcast. C'est impossible de serrer son périnée plus de 1 minute parce que le périnée, c'est un ensemble de muscles qui n'est pas du tout conçu pour ça. Le périnée, il est là pour assurer une statique pelvienne, pour retenir les organes au sein du petit bassin de par sa simple présence et sa simple tonicité de base, en fait. Et c'est en étant simplement tonique de base qu'il joue son rôle. Donc on a besoin d'un périnée en bonne santé
pour pouvoir pratiquer le flux libre, mais de par sa tonicité de base. Après, on ne fait pas d'effort volontaire de resserrer. Le travail et l'évolution, là, elle vient vraiment du fait que ça ne se passe pas au niveau musculaire, mais je dis au niveau psychomoteur. On apprend l'apprentissage d'un nouveau comportement et d'un point de vue aussi sensoriel. Parce que quand on comprend, comme je disais, que le sang ne coule pas en continu, il coule par phase, et au moment où il s'écoule, le corps envoie un certain nombre d'informations et nous, on va aller décoder, lire notre corps, lire la manière dont notre utérus s'exprime, etc. Et c'est dans cette connaissance-là qu'on va comprendre que, en fin de compte, c'est une question de bon sens à des moments où le sang va couler. Et après, c'est un choix. Est-ce que je laisse couler sur moi ou aux toilettes? Mais en fait, tout ça peut s'anticiper. Et du coup, on devient plus victime d'un truc qui nous tombe dessus et paf, il y en a partout, paf, j'ai oublié que j'avais mes règles ou je l'avais pas prévu, etc. Et ça, on reprend du pouvoir et ça nous sécurise énormément parce que, en fin de compte, la manière dont on vit nos règles, qui est normalisée, est hyper insécurisante. Oui, clairement. Les règles au mauvais moment dans un avion pendant 12 heures de vol, qu'est-ce que tu fais? Mm. Puis c'est même tabou, hein, c'est même tabou. Pourquoi d'ailleurs tu penses que c'est aussi... Enfin, pourquoi les règles, elles sont associées à tant de souffrance et de... Je dirais même de non-dit. Je pense que ça nous dépasse, qu'il y a plein d'explications, que ça dure depuis des millénaires, que c'est pas du tout d'aujourd'hui, que certains historiens, journalistes qui ont fait un travail sur le sujet vont dire qu'en fait, on a commencé à stigmatiser les femmes et leur menstruation au moment où on s'est aperçu finalement qu'elles avaient aussi des capacités un peu différentes pendant leur menstruation qu'une ouverture. Donc on a commencé à les exclure des lieux sacrés, à dire que c'était impur. Il y a c'est vachement lié au patriarcat aussi. Euh, ce rejet, en fait, c'est associé aussi à un certain nombre de mythes et, euh, et aussi à une ignorance qu'on a induit. C'est-à-dire que à la base, il y a eu le désir d'exclure les femmes des lieux sacrés pendant leurs règles. D'ailleurs, on retrouve beaucoup ça dans les temples, par exemple, hein. Si tu te balades en Asie, tu as des pancartes où c'est écrit toutes les femmes qui ont leurs règles, elles ne peuvent pas rentrer dans le temple. C'est quand même incroyable. Mm. Pourquoi? Parce que sous prétexte que tu serais impur, que voilà, tu vois, plein de choses. Mais en tout cas, c'est encore là dans beaucoup de pays, en fait, cette notion d'impureté. Et après, il y a eu cette chasse aux sorcières de la femme qui connaît, etc. Je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais vachement lié au patriarcat. Mm. Et quand tu rajoutes à ça l'ignorance et la création de mythes qui font peur, en fait, tu tiens et tu prends du pouvoir sur l'autre à travers la peur. Donc on a dit aux femmes qu'elles faisaient, et aux hommes, les hommes qui n'ont pas leurs règles entendent des choses, et voilà, qu'une femme qui a ses règles, elle fait tourner le lait, pourrir la viande, Mm. tourner la mayonnaise, enfin tu vois, des trucs assez aberrants. Mais dans un monde où l'éducation n'est pas là, c'est assez fort en fait pour que ça prenne sa place. Et nous, quelle image ça renvoie de nous-mêmes? Mm. Comment on peut avoir de l'amour pour notre corps et pour cette période de notre cycle si on se sent indigne, impur, si on dit que ce sang est sale? Parce que ce qui est dingue aussi, c'est qu'on a fait une inversion de valeur. Mm. C'est-à-dire qu'on montre le sang des règles comme un sang sale, là où le sang des menstruations est peut-être l'un des liquides les plus précieux de notre corps. Pourquoi? Parce que dans sa composition, le sang des raies comporte des cellules souches, que les cellules souches, c'est une matière qui est recherchée dans la médecine pour ses qualités thérapeutiques, mais c'est des cellules souches qu'on appelle totipotentes, c'est-à-dire qu'on est au point zéro de la cellule souche, la cellule qui est capable de se différencier en n'importe quelle autre cellule. Quand on réfléchit à ça, c'est pas étonnant.
c'est l'endomètre et la matière à partir duquel on crée un embryon, donc tout un être avec tous ses organes, etc. Donc il y a rien, finalement, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. À part le fait que nous, on regarde ce sang comme quelque chose de sale, alors que aujourd'hui, on commence à voir des banques de sang menstruel se développer parce qu'on se rend compte que c'est peut-être ça qu'on recherche en médecine depuis des siècles. Mais encore une fois, on fait un pas en avant, trois pas en arrière, parce que on n'a pas encore dépassé ces croyances et que c'est trop dur de se dire on va récupérer du sang menstruel pour faire de la médecine, alors qu'on Hmm. fait tellement plus de trucs. Enfin, je veux dire, c'est quand même aberrant, quoi. Quand on voit dans les films d'horreur tout le truc, tous les trucs gore qu'on voit, et on voit trois gouttes de sang menstruel, tout le monde tombe dans les pommes. Enfin, franchement, ça a pas de sens. C'est vraiment, Hmm. ça a pas de sens. Mais voilà. Donc, j'ai pas l'explication. Il y a eu tellement de livres à ce sujet, tellement de mémoires à ce sujet, c'est passionnant. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense on se rend pas compte des conséquences de cette stigmatisation. Même si on est une jeune femme qui a vécu dans une famille qui semblerait-il est ouverte d'esprit, en fait, c'est bien, bien inconscient, bien sociétal et ça demande une vraie déconstruction pour vivre cette période plus que bien, c'est-à-dire comme un allié, comme dans une vraie harmonisation, une vraie force intérieure, quoi. Mm. Hmm. Et puis tu as commencé à en parler un petit peu en expliquant le fait que le sang menstruel s'écoule par phase, mais qu'est-ce qui Ouais. fait, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui fait que le corps de la femme est adapté pour la pratique du flux libre instinctif? Ouais. Alors, moi, le tout début de mes recherches, quand j'ai voulu comprendre comment je faisais ça et pourquoi j'étais pas la seule à faire, c'était de comprendre comment ça marchait. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, moi, quand j'ai commencé à faire mes premières recherches sur Internet, je voyais des trucs qui disaient qu'on serrait le périnée. Et moi, c'était pas du tout ce que je faisais. Étant kiné, ayant fait des études sur la périnéalogie, je voyais bien que je serrais pas mon périnée une seule fois dans la journée et que pour autant j'avais plus de sang dans ma culotte. Donc il fallait que je me dise, mais d'où vient cette capacité de rétention en fait? Et j'ai commencé à chercher sur Internet, dans des articles et tout, et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait mais rien du tout, même pas l'ombre d'un début de quelque chose, tu vois. Et donc, il a fallu explorer et trouver vraiment des explications qui s'inscrivent dans l'anatomie. Je veux dire, c'est pas mystique, c'est pas ésotérique, c'est pas réservé à des femmes connectées à leur corps, à la lune, etc. C'est vraiment quelque chose que l'on porte toutes et qui s'inscrit dans notre physiologie menstruelle et dans notre anatomie. Donc déjà, quand on comprend comment coule le sang menstruel, on comprend déjà qu'il y a là des pistes de maîtrise. C'est-à-dire que, comme je disais, il coule pas en continu, il coule par phase. Donc ça veut dire déjà, bonne nouvelle, on va pas passer la journée aux toilettes. On va y aller quand ça va couler. OK? Mais quand il coule, et en fait, ça va être rythmé par l'utérus qui va faire en alternance des phases de contraction et de repos. Donc l'utérus se contracte, une partie, quelques millilitres de l'endomètre se libère, puis il passe dans une phase de repos jusqu'à la prochaine contraction. Quand l'utérus se contracte, pour un tas de raisons, notamment parce qu'il est relié avec son environnement par des ligaments, il va envoyer un certain nombre d'informations, on va ressentir ces contractions. Donc, certaines femmes, ça va être net, ça va vous sentir une douleur, un spasme. Donc là, c'est assez facile à identifier. Et là, au lieu de se dire, ah, j'ai mes règles, j'ai mal, c'est, ah, mon utérus se contracte, du sang va s'écouler. On va donner une autre information à ce qui se passe dans notre corps. On va donner du sens aux symptômes. Et ça, c'est précieux, en fait. L'éducation permet d'interpréter correctement ce qui se passe dans notre corps plutôt que de subir pour rien. Et donc, cette contraction signifie que une demi-heure après environ, pour un tas de raisons, une demi-heure, trois quarts d'heure, si on se rend aux toilettes, on va pouvoir libérer, évacuer ce sang. Donc voilà une des raisons qui explique comment le point de départ de la maîtrise du flux menstruel. Après, dans la texture du sang, on voit que le sang est fait pour s'écouler lentement, de manière prévisible. Dans l'anatomie du vagin, avec ses replis, on voit aussi que le sang est ralenti.
Et aussi, moi, j'aime bien parler de ces zones anatomiques qui sont très, très méconnues, ce qu'on appelle les fornix vaginaux, ces petits replis qui sont tout en haut du vagin, au niveau de la sortie du col de l'utérus, qui sont comme des petites poches qui viennent réceptionner ce flux. Et donc, en fait, voilà, quand l'utérus se contracte et que de l'endomètre s'évacue, ce sang est réceptionné à l'entrée du col par ces fornix. Et après, comme nous, on ne pratique pas le flux libre, les contractions s'accumulent, les fornix se remplissent, le vagin se remplit de sang et coule par débordement de manière anarchique. C'est plus associé à la contraction quand on pratique pas le flux libre. C'est ça coule parce qu'il y en a tout le temps un peu partout. Mais quand on pratique le flux libre, il y a une contraction. Et dans la demi-heure qui suit, je vais libérer mon sang. Donc je vide le contenu de mon vagin et de mes fornix jusqu'à ma prochaine contraction. Il faut pas avoir peur de cette notion-là parce qu'on peut se dire, mais du coup, si ça contracte tout le temps, comment je fais? Parce qu'en réalité, il y a une forme de ça qui est assez surprenant quand même. Il y a comme une réorganisation du phénomène des contractions. Et peut-être que quand les règles démarrent, on va devoir aller aux toilettes toutes les demi-heures pendant 2, 3 heures. Et puis après, ça va s'étaler. On va pouvoir y aller plus que tous les 1 heure et demie ou toutes les 2 heures. Et ça va vraiment se distancier. Et le deuxième et le troisième jour des règles, on y va en même temps que pour aller uriner. Enfin, je veux dire, on cumule ces deux périodes. D'accord? Donc voilà des raisons. Il y en a d'autres, mais ça suffit déjà pour se dire, ok, ça paraît assez cohérent finalement. Oui, oui. Et, euh, et c'est pas quelque chose qui tombe de nulle part et qui est infondé, quoi. Mm. Et quels bénéfices on peut attendre de ça? Alors, quels bénéfices on peut attendre? Il y a déjà quels bénéfices on observe de manière récurrente. C'est-à-dire que ce que j'ai observé, alors au début, moi, quand j'ai commencé à enseigner le flux libre, je m'attendais à rien. Je m'attendais pas à des bénéfices. J'étais vraiment sûre, ah bah c'est déjà chouette, j'arrive à libérer mon sang toilette. À part que, à force d'en parler, etc., j'ai de plus en plus de femmes qui me disent, mais ça, c'est normal. Euh, Mes règles, elles duraient 5 jours, maintenant elles durent 3 jours ou 2 jours. Et ça, c'était pas une femme, c'était mais plein de femmes. Où c'est marrant, j'ai plus du tout de douleur, j'ai plus mes règles la nuit. Et du coup, bon, j'ai commencé quand même à constater que c'était assez courant avec les années. Donc à la fin, j'ai mené une étude statistique pour dire, bon, moi là, je peux le dire, le fibre instinctif impacte la nature des règles. Par contre, à quel point c'est vrai, je peux pas encore le dire. Donc, on va faire une étude statistique. Donc, j'ai pris toute une promo d'académicienne. À l'époque, c'était une promo, il y avait 320 femmes. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes sur 6 mois. Et ça, c'est important parce que je prends des femmes que j'ai accompagnées. Ça veut dire qu'on a la même définition du flux libre. Comme tu dis, c'est pas des femmes qui disent elles ont essayé en serrant le périnée. Moi, je sais pas, une femme que je croise dans la rue qui me dit qu'elle pratique le flux libre, je sais pas ce qu'elle fait. Ne sait pas ce que ça signifie pour elle. C'est pas, elle a fait 3 recherches sur Internet, elle fait à son truc à sa sauce. Pour moi, je peux pas me fier à ça. Donc je sais que voilà, c'est des femmes que j'ai accompagnées. Je sais exactement ce qu'elles mettent comme définition derrière cette pratique, etc. Et à l'issue de ces 6 mois d'accompagnement, je leur ai fait répondre à un questionnaire donc avant et après. Et les résultats sont assez fous parce que, en fait, on se rend compte que 62% des femmes ont des règles moins douloureuses. C'est-à-dire on n'a rien pris, on a juste changé notre manière de gérer nos règles. Donc ça impacte la douleur. Mais ce qui est intéressant en parlant de la gestion de la douleur, c'est que il y a différents, bah, on sait avec l'échelle de la douleur, avoir un mal à 4 sur 10, ça va mal à 8 ou 9 sur 10, l'expérience n'est pas du tout la même, hein. 4 sur 10, on peut encore travailler, c'est pas confortable, mais on peut prendre un space-fond. Voilà. 9 sur 10, t'es dans ton lit, t'en peux plus, limite, t'as envie qu'on t'emmène à l'hôpital, t'as envie que ça s'arrête, enfin, c'est pas du tout. Et en fait, toutes les femmes qui avaient vraiment des règles invalidantes, on a vraiment cette chute, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de femmes qui ont des règles invalidantes. C'est-à-dire que ça diminue vraiment dans l'échelle numérique. On tend vers 1, 2, 0. Il y a aussi alors je sais plus exactement le chiffre, mais c'est plus la majorité des femmes aussi qui ont des règles qui sont plus courtes. Donc plus courtes, c'est-à-dire qu'on va passer en moyenne de 5, 6 jours de règles à
3, 4 jours de règles en Mm. moyenne, tu vois. Et il y a aussi ce phénomène de la nuit, c'est-à-dire que on va avoir de moins en moins de surprises la nuit parce que on va en fait soit se réveiller comme une envie d'uriner pour aller fluer, soit comme l'utérus se met en repos, on a quasiment plus de contractions et on perd plus de sang la nuit. Alors, ce qui est courant même, c'est que on combine les deux, c'est-à-dire que le premier jour de nos règles, on va peut-être se réveiller une ou deux fois de la nuit parce que c'est le moment, c'est le plus abondant, et que dès le deuxième jour, on n'a plus nos règles la nuit. Voilà le genre de choses le genre de conséquences qu'on peut avoir avec le FLI. Mais il y a aussi plein de petites choses que je peux pas, encore une fois, je peux pas généraliser, mais que j'ai vues auprès de certaines femmes, des femmes qui avaient des troubles du périnée, ça s'est réglé. Des femmes qui ont parlé plus de la confiance en soi, elles ont changé, elles ont senti qu'elles changent de rapport à elles-mêmes au niveau de la sexualité, des choses, voilà. Après, comme je dis, on ne sait pas, nous, qu'est-ce que ça va venir réveiller chez soi par rapport à notre histoire de femme, à ce qu'on doit travailler, ça va venir taper à plusieurs niveaux. Donc, la nature des règles, c'est quelque chose qui est assez général. Puis après, il y a des petites surprises comme ça vient impacter d'autres dimensions de notre vie, quoi. Mm. Super, c'est incroyable. Moi, C'est ça. pour avoir, enfin, pour donner mon retour personnel, ça fait à peu près depuis le mois de novembre que j'ai découvert la pratique, et je vois vraiment que c'est un chemin. Euh, Au début, enfin, moi, je suis un peu, quand même quelqu'un un peu dans le contrôle, et du coup, les Ouais, premiers cycles, c'était dur. En fait, le premier cycle, c'est celui où j'ai le mieux réussi, mais c'est parce que je me suis mis une pression de dingue, en fait. ouais, Et du coup, j'étais très contractée. Enfin, même, je voyais, ouais. je le sentais que c'était pas bon, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, lève le pied. Puis du coup, je me suis autorisée, comme tu dis dans le livre, à laisser couler pour reprendre un peu plus tard avec plus de sérénité. Et c'est Mhm. un peu ça le piège, je trouve, dans lequel on peut tomber, c'est Ouais, que du coup, on se dit, faut pas du tout que ça coule. c'est Et ça. puis ça c'est le piège, ça. Bah, on est dans une société où quand on veut faire quelque chose, on le fait à 100%. On est aussi sans nuance. On prend parti, en fait, dans Hmm, nos expériences. Il y a des engagements. Et en fait, c'est ça, moi, l'invitation de ce que je propose, en tout cas, de la manière dont ça le fait, c'est déjà, c'est quelque chose qui est intime. On n'a rien à prouver à personne. hmm, Il y a une progressivité, ça vient révéler plein de choses et c'est subtil. Donc, il faut laisser le temps au corps d'apprendre. On ne peut pas demander à un enfant du jour au lendemain de plus faire pipi sans sa couche. On voit bien que c'est super long l'apprentissage d'un enfant de la continence urinaire alors qu'il s'entraîne tous les jours. Nous, on s'entraîne 4 5 jours par mois. Après, pendant 20 hmm, jours, il ne se passe plus rien. Donc, il faut vraiment qu'on se donne de la douceur, de la tolérance. Et c'est pour ça que les femmes que j'accompagne, je leur invite à faire ce que j'appelle le journaling, c'est-à-dire à écrire parce qu'on a tendance à voir ce qui va pas et à pas voir les progrès. hmm, Comme ça, le cerveau est fait comme ça, on regarde là où on a raté, là où on a manqué et on regarde pas bah, toutes les petites choses qui ont progressé. Donc, mettre en avant par un feedback tous ces petits progrès qui sont pas si petits, qui sont des indicateurs que le corps est en train d'apprendre à son rythme pour une intégration long terme, ça c'est important. Effectivement, lâcher le contrôle. Et j'aime bien dire, pour savoir maîtriser le flux, il faut savoir aussi le laisser couler. hmm, hmm, Et il y a des femmes, je leur donne comme exercice, alors ça peut être contre-intuitif, mais au cycle d'après, je leur dis, bah, au cycle d'après, tu laisses tout couler. hmm, Tu t'essayes pas de retenir. Parce que là, en fin de compte, tu as du mal à sentir ton sang parce que il y a trop de pression, il y a trop de stress. Le risque là, c'est que ça peut carrément créer des douleurs, c'est parce que tu vas faire des tensions musculaires. hmm, Donc, on cherche ce juste équilibre-là mais c'est un réflexe assez courant de vouloir te faire bien tout de suite, quoi. hmm. Voilà, donc accepter la progression dans l'expérience, quoi, pour que ce soit une bonne expérience bien vécue et pas un gros coup de pression à chaque fois qu'on a nos règles parce que, attention, on fait le flux libre et du coup, tout s'arrête, quoi. Par contre, ouais, Là, ce que ça... je vois, c'est que moi, maintenant, j'attends mes règles avec impatience. Donc ça a vraiment... Puis bah, pareil, ce que tu disais, maintenant, les règles, elles sont... Enfin voilà, ça dure 2 3 jours. Tout ça, j'ai vu, Hmm. pareil, l'absence de règles la nuit. Enfin, il y a énormément de bénéfices. Ouais, c'est dingue. Euh, Enfin, ouais, j'ai l'impression que ça ouvre vraiment des portes aussi dans Ouais. l'acceptation de sa féminité, en fait. Dans l'acceptation du soi. Hmm, C'est magnifique ce tu dis parce que
C'est vraiment, on n'imagine pas, tant qu'on le vit pas, à quel point cette période peut nous apporter, Hmm. en fait. Et c'est même une période qui va être vécue avec beaucoup plus de douceur, de respect et d'écoute. Et quand tu dis que après t'attends d'avoir tes règles, c'est déjà t'es dans l'expérience du flux libre, donc t'as envie de poursuivre cette expérience, mais t'as aussi le fait que il y a comme un repos qui Hmm. se passe dans cette période dont tu bénéficies parce qu'avant tu le voyais pas. En fait, on comble, on met des queues, des tampons. Après, j'entends la petite voix des femmes qui vont dire ouais, mais c'est facile, moi avec les douleurs, moi j'ai des règles abondantes. Et ça aussi, on vient venir aller au bout de cette expérience, mais en se disant pourquoi il y a des règles abondantes, pourquoi il y a des règles douloureuses, et pas juste se dire c'est comme ça depuis que je suis ado, donc je laisse tomber. Il y a toujours des raisons, et les règles, elles viennent nous expliquer quelque chose, elles viennent mettre en évidence quelque chose, et ça, c'est hyper intéressant aussi d'être dans cette lecture de notre sang et pas juste ça me saoule, en fait. Hmm. Puis ce qui est fou aussi, c'est que de par les témoignages que j'ai pu voir, c'est que ces bénéfices-là, c'est dès le premier cycle finalement, hein. Dès le Ah premier oui. cycle, tu peux avoir des bénéfices, quoi. Donc c'est... Hmm. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que ça ne demande pas un an d'expérience pour avoir de premiers résultats, c'est que la nature des cycles change immédiatement, Hmm. même si on ne maîtrise pas très bien d'ailleurs. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que moi je dis comme si le corps attendait que ça, quoi. Oui, oui. Enfin, Hmm. enfin tu m'écoutes, enfin tu m'entends, Ouais. enfin on travaille ensemble. Hmm. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Mais c'est ça qui est encourageant aussi. Mm. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou est-ce que toutes les femmes peuvent pratiquer? Je ne vois aucune contre-indication. C'est-à-dire que c'est même, tu vois, une femme qui a de l'endométriose, je trouve que c'est super complémentaire avec le reste. Parce que c'est une manière naturelle de se soulager immédiatement. C'est-à-dire que quand tu vas fluer, ta douleur diminue. Donc ça va pas te guérir de toutes tes maladies, mais ça va t'accompagner vers quelque chose qui va te soulager. Donc non, je vois pas de contre-indication. Par contre, il peut y avoir une forme de limite. Une femme qui a des règles hémorragiques va se retrouver avec des contractions en permanence pendant 1 ou 2 jours. Et donc là, bah, elle peut pratiquer le flux libre. C'est même très facile, ça coule tout le temps. Donc, mais la réalité, c'est que, enfin, tu as quand même cette limite de, bah, que si ça contracte tout le temps, tu dois aller souvent aux toilettes. Donc là, on va trouver le juste équilibre. C'est-à-dire, tu vas instaurer le flux libre pour changer la nature de tes règles et que ça s'organise dans le temps. Comme ça, tes règles seront abondantes, mais sur moins de temps, donc ce sera plus facile à gérer. Mais après, les jours, ça reste abondant. Tu peux faire le flux quand tu es à la maison et quand tu es dehors, remettre une cup ou un tampon pour pas te prendre la tête. Voilà. On va plus, plutôt que des contre-indications, on va accepter certaines limites quand il y en a, et c'est OK. Donc, c'est vraiment une pratique intelligente et adaptative, quoi. On n'est pas à buter, et c'est pas tout noir ou tout blanc, parce que même si on pratique le FLI à 50%, parce qu'on a des règles hémorragiques, en général, les femmes, elles apprécient quand même, parce que c'est tellement bon de libérer quand tu as des règles très hémorragiques, 50 ou 60% de sang aux toilettes, plutôt que de laisser couler sur toi, en fait. C'est juste beaucoup plus agréable. Donc on va faire des choix les plus judicieux parce que le but dans tout ça, c'est pas de se prouver quoi que ce soit, c'est d'avoir vraiment du confort pendant nos règles, d'être bien, de se sentir le plus sécurisé possible. Et donc c'est là pour ça en fait. C'est pas là pour se dire on est des superwomen en fait. Puis ça fera toujours ça de moins, comme tu dis, toujours ça de moins sur toi, parce que c'est vrai que c'est quand même pas agréable quand t'as la sensation d'être mouillé, tout ça, c'est Ah pas... oui, Donc c'est toujours ça de moins, c'est mais toujours ça de moins. c'est ça. Et moi aujourd'hui, les femmes qui pratiquent, je leur dis bah même parce que quand on pratique, comme on a quand même toujours envie de faire mieux, faire plus, plus grand, plus fort, etc. Donc ouais, mais Mélissa, moi dans telle situation, j'arrive pas à sentir la contraction. Oui, bon, mais tu vas quand même aux toilettes parce que tu sais que quand tu vas te lever, tu sais, t'as tout un tas de stratégies. En fin de compte, ton corps t'informe différemment. Tu sais, t'as l'information. Mm. Mais si toi tu la veux parce que t'as décidé que tu voulais développer ce truc et tu l'as pas, ça t'énerve. Ok, bah arrête le fli. Si ça t'énerve de pas l'avoir. Non, en fait, tu peux pas arrêter.
Tu peux pas Mm, parce que c'est trop bon de se maîtriser. mm, C'est-à-dire que ça nous donne beaucoup de pouvoir. Enfin, c'est se reconquérir soi-même. Et mm. donc, bah, ok, parfois, il faut accepter ses limites. Donc, on peut être frustré parce qu'on en a. Mais pour autant, tout ce qu'on a réussi à acquérir, c'est un bonheur, tu Mm. vois. Et on peut pas renoncer à ça après, en fait. Et je pense quand même qu'il y a une grosse importance de la transmission au niveau des jeunes filles parce que je me dis, tu vois, nous, quand on apprend ça, qu'on a déjà eu nos règles pendant plusieurs années, on a plein de barrières. Et puis c'est vrai quand même Ouais, que, tu vois, moi par exemple, j'utilisais la cup. Quand t'as une cup, c'est comme si t'avais pas tes règles en fait. Tu les mets tu les passes ouais, sous silence complètement. Tu vois ouais, rien, il y a rien. Enfin, c'est comme si. Et puis c'est justement ça qu'on cherche. Moi j'ai pris ça parce que je me dis, ouais. c'est génial, c'est comme si je les avais pas, c'est super. Et donc on a tout ça en fait, on a toutes ces barrières-là, alors que je me dis une jeune fille complètement neutre, enfin si on arrive à lui inculquer ça, elle aura pas du tout toutes ces barrières, donc ce sera encore C'est plus ça. facile de... En fait, effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans l'arrivée de nos premières règles sur comment on nous transmet la manière de gérer nos règles. Si notre maman, elle nous dit ce que nous, on a reçu, enfin moi, ce que j'ai reçu en tout cas pour ma part, ah bah t'as tes règles, voilà, alors t'as les serviettes de nuit, 2 jours, senteur rose avec des paillettes, gna gna gna, et puis bah quand tu te sentiras prête, tu pourras mettre des tampons, tu vas voir, c'est génial. C'était ça, avoir mes règles. Hmm, Serviette, tampon. Et pas hmm, la cup, bah, tu prends, tu fais OK. Enfin, je suis dire quoi d'autre? T'y connais rien. C'est ta mère qui te dit, elle-même a fait ça, tu fais. Si ta mère a dit, OK, t'as tes règles. Donc, voilà comment tu peux gérer tes règles. Sache déjà que tu vas sentir que ton corps et ton utérus va se contracter. Donc, quand ton utérus se contracte, c'est que du sang va couler. Si t'es à la maison, bah, tu sais que si tu vas aux toilettes, tu sais, ça peut être très naturel, une transmission. Quand ton utérus se contracte, tu vas sentir une tension dans ton ventre. Bah là, si tu vas aux toilettes, ça va couler. Voilà. Après, quand tu es à l'école, tu as 4 heures de cours parce qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte, hein. Quand on est ado, déjà, on a des règles un peu irrégulières parce que c'est hmm, pas encore complètement calé. Parfois aussi un peu hémorragique, enfin abondante parce que c'est pas complètement calé. Et je sais pas si ça existe encore, mais moi je me rappelle qu'on avait des créneaux de 4 heures, parfois dans une seule discipline, ou 3 heures. Enfin, parfois on avait quand même des créneaux, moi je me rappelle de 3 heures d'histoire géo, quoi. Des trucs interminables. Donc, euh, même nous, en tant qu'adultes, on se fait pas subir des trucs pareils. Donc, hmm, faut remettre aussi quelque chose de sécurisant, de dire, bah, allez, puis parfois on n'a pas envie d'aller aux toilettes quand on est à l'école parce qu'elles sont sales, il n'y a pas de papier, tout ça, il y a la queue, nan, la récré dure pas assez longtemps. Donc, on compose avec la situation en disant, bah, il y a ça, et ton corps, lui, il fonctionne comme ça. Mais le flux libre, c'est avant tout expliquer comment le corps fonctionne. Mais effectivement, moi, j'ai vu plusieurs jeunes filles démarrer la règle avec le flic qui m'ont envoyé des témoignages et qui aujourd'hui, c'est même plus un sujet, c'est devenu ouais, hyper naturel en fait. hmm, C'est basique. hmm, Et ça, voilà, c'est ça, vers ça qu'on pourrait tendre un jour, mais ça soulève un autre sujet, c'est l'écoute des besoins, parce que parfois la difficulté, c'est de s'autoriser à. Dans certains métiers, donc les métiers d'infirmière, où on cavale toute la journée, même aller aux toilettes pour uriner, c'est un sujet. hmm, C'est pas normal. On accepte des choses qui ne sont absolument pas normales et respectueuses de notre corps. On est habitué à pas écouter nos besoins. Donc ça, et même l'accès aux toilettes, c'est un sujet. On n'a pas assez accès aux toilettes de manière générale. Enfin, je veux dire, on ne doit pas s'excuser d'aller aux toilettes. C'est quand même hmm, complètement dingue. Donc ça soulève aussi d'autres sujets. Et donc c'est aussi la société qui évolue dans sa mentalité, nous qui nous autorisons encore plus à écouter nos besoins, à pas rougir de ça. Enfin, et ça, transmettre ça aux jeunes filles, c'est précieux. Et quand on voit nous déjà tout le chemin de déconstruction, de reconstruction, on se dit déjà si on peut apporter une nouvelle vision aux jeunes filles beaucoup plus positive, beaucoup plus aimante de leur corps, on leur fait un cadeau, quoi. hmm. Moi, ça me fait penser justement quand est-ce que c'est apparu les protections, enfin les tampons, les serviettes, et à ton avis, pourquoi c'est apparu? Ou est-ce que ça a toujours existé? En tout cas, ça s'est industrialisé au début des années 1900 et vachement en lien aussi avec la Première Guerre mondiale. Alors,
Il y a un rapprochement qui a été fait, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont commencé à travailler en usine parce que les hommes étaient à la guerre. Et donc, c'était quand même bien plus pratique de leur mettre des serviettes pour qu'elles soient plus productives aussi. Après, sous prétexte de quête féministe, les tampons sont arrivés parce que c'était une révolution, c'était comme si on n'avait plus nos règles. Mm, mm, Donc, les combats féministes ont beaucoup évolué avec le temps et il y a eu plusieurs courants féministes. Mais à cette époque-là, être féministe, c'était nier notre cyclicité mm. parce que c'était ce qui nous différenciait de l'homme. Et du coup, on faisait tout pour nier. Ça c'est vachement resté. Là, aujourd'hui, il y a différents courants féministes, mais on va dire, il y en a un qui est plutôt, en fait, on est juste différents. Et moi, j'ai pas envie d'être comme un homme. Je suis une femme à part entière et je vais accepter toute ma part féminine, ma cyclicité avec amour parce que c'est ma force. Mm. Et c'est ok, et c'est pas, et ça me rend pas, ça me dévalorise pas vis-à-vis de l'homme, ça fait pas moi quelqu'un de moins productif, de moins efficace, ça me fait juste une différence, une adaptation. On est dans un modèle de société très masculin, très linéaire. Mais tu vois, moi je me demande, est-ce que c'est pas ça finalement le féminisme? Accepter sa cyclicité, accepter son féminin. À mon sens, oui, mais après, bah voilà, je pense que ça va, c'est un cheminement aussi qui est vachement lié. Nous, on a un regard féministe du côté de la santé. Mm, C'est-à-dire que moi, en fait, bon, moi, tout part de la santé à la base, hein. Mon truc, c'est la santé. Donc, de ce point de départ-là, qu'est-ce qui est le mieux pour nos corps mm, de femmes, hein, le plus respectueux de nos corps de femmes? Pourquoi je vais me prendre un perturbateur endocrinien tous les jours de ma life pour pas tomber enceinte? C'est pourquoi je ferais ça? Pour pas tomber enceinte, mais en fait, on est deux à porter une charge contraceptive. Et enfin, donc en fait, le point de départ pour moi, c'est la santé. Mais c'est pas le point de départ de toutes les visions, mm, tu vois. mm. Donc ça, c'est aussi une éducation aussi, parce que quand tu es des milieux de la santé, ton regard est biaisé, tu vois, tout par ce prisme-là, en premier lieu, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Euh, quels équipements il faut? Là, si par exemple une femme qui nous écoute, qui a jamais pratiqué, qui découvre complètement ce sujet, je pense qu'elle doit se dire, mais comment on fait? Pour l'instant, c'est un peu obscur. Qu'est-ce que je dois faire en premier du coup? Quel équipement il faut? Bah, par avoir ses menstruations, justement, c'est qui est génial, il n'y a pas besoin de grand-chose. Effectivement, moi je recommande beaucoup de pratiquer en support avec une culotte menstruelle pour pas se sentir en insécurité quand on démarre. Mais de toute manière, même si c'était une serviette hygiénique, ça a plus l'effet couche, donc c'est plus difficile de ressentir. Mais voilà. Bah écoute, le livre, moi je pense que le point de départ, si on s'intéresse à cette pratique-là, pour éviter de partir sur un mauvais pied, de faire des erreurs. Quand je dis des erreurs, c'est surtout euh, de mettre notre énergie là où il faut pas forcément mettre notre énergie et d'avoir la bonne base. Par exemple, le livre, c'est une très bonne base pour démarrer parce qu'il y a toute la méthode. Franchement, le livre, il y a toute la méthode. Comment aller libérer le sang aux toilettes, comment ressentir, qu'est-ce qui est le fluide et qu'est-ce qui n'est pas. Et puis après, on avance pas à pas à travers cette méthode-là. Je trouve que c'est déjà un support qui est vraiment riche et qui permet vraiment d'avoir les clés. Parce qu'après, on expérimente, quoi. Hmm, Après, voilà, moi, comme tu disais, tu avais intégré l'académie. Moi, j'accompagne les femmes dans un approfondissement très puissant pour aller vraiment développer la sensorialité, des techniques de drainage aux toilettes, etc. On est dans quelque chose un peu plus poussé. Mais pour un point de départ découverte, je trouve que c'est déjà très bien le livre. Et puis le documentaire que j'ai réalisé qui s'appelle La Révolution menstruelle est très intéressant aussi parce qu'il permet d'avoir un ensemble de témoignages qui permet de montrer à quel point c'est riche comme expérience et que ça dépasse le simple fait que de libérer du sang aux toilettes. Mais que c'est accessible parce qu'on voit tellement de profils de femmes, des femmes qui sont en préménopause, des femmes qui ont 25 ans, des femmes qui ont eu plusieurs enfants, des femmes qui ont eu des cancers. Tu sais, cette richesse d'expérience permet de se projeter, de montrer que c'est pas réservé à une catégorie de femmes.
tu vois. Et ça c'est précieux parce qu'on a besoin de se dire, oui, mais moi, j'ai besoin aussi de savoir, c'est pour moi, on est tellement toutes différentes, on a toutes des histoires différentes, les spécificités, etc., que souvent on se pose la question, dans notre propre cas, est-ce que c'est possible? Et ça permet de découvrir cette richesse-là, quoi. Mm. Mais comme tu disais, c'est bien de se dire déjà d'avoir un objectif de libération du flux de 50%. Et le fait aussi que ça permet déjà d'avoir un changement de la nature des règles, ça déjà c'est un énorme cadeau, quoi. Ah, mais c'est énorme, Mm. c'est énorme. Et puis après, bah, c'est vrai, quand on commence à pratiquer, on a envie d'aller tendre vers une progressivité, une progression. Et c'est là où on a envie d'aller explorer plus loin, approfondir. Bon, ok, c'est bien, là, je sens que je peux y arriver. Mais comment je fais pour aller plus loin? Et là, on vient de débloquer les petites clés parce qu'en fonction de chacune, ça va pas être la même limite, le même frein. Il y en a, ça va être purement mécanique, physiologique. Il y en a, ça va être plutôt psychologique. Il y en a, ça va être plutôt sensoriel. Et c'est ça après qu'on vient chercher, c'est quelle est la clé dont toi, tu as besoin pour passer à l'étape supérieure, tu vois. Mm. Donc là, on rentre plus dans quelque chose de plus personnalisé finalement, tu vois. Mm. Et comme tu disais, on a beaucoup été enfin comme on disait plutôt, mettre en sommeil les règles, ne pas, enfin faire en sorte qu'elles ne soient Ouais. pas là. Et donc comme tu dis, par la prise de la pilule, par les protections qui font qu'on les sent Mm. plus. Et pourquoi, pour toi, c'est important justement d'avoir ces règles? Les règles, c'est un signe pour la femme euh, de bonne santé. C'est-à-dire que tout simplement pour une raison physiologique de base. Quand tu as tes règles euh, de manière régulière, tu peux observer que du coup, tu as des cycles. Si tu as des cycles de manière régulière, c'est que d'un point de vue hormonal, ça roule. Si d'un point de vue hormonal, en bas, ça roule, c'est qu'en général, partout, ça roule plutôt bien. Donc l'observation des cycles et des règles sont un indicateur de ta santé. Et le jour où ça roule plus, c'est pas ah, relou, je vais prendre la pilule parce qu'elles sont plus régulières, c'est ah, pourquoi mes cycles sont irréguliers? Pourquoi mes règles maintenant sont douloureuses, abondantes, etc. Il faut que j'explore parce qu'il y a quelque chose dans mon corps qui s'est déréglé et je préfère réagir en amont alors que ça s'est pas encore trop développé plutôt que d'attendre des années et de me prendre la claque au bout de 5 ans ou 10 ans parce que j'ai une thyroïde qui déconne depuis 10 ans, par exemple. Donc pour moi, c'est déjà un indicateur de santé précieux qu'on n'utilise pas du tout. Mais c'est comme si, tu vois, aujourd'hui, il y a plein d'applications à la mode pour savoir si on dort bien, si on a une bonne fréquence cardiaque, gna, gna, gna. Bah, il est là, ton indicateur de santé, en fait. Tu n'as même pas besoin d'être branché et d'avoir une puce dans ton corps. Tu observes ton cycle et tu sais si tu es en bonne santé. Mm. Au-delà de la santé, c'est aussi le reflet de ton niveau de stress, parce que tu vas avoir un impact sur ton cycle quand tu vas être stressé. Pour moi, en ça, c'est important. Il faut se dire que les règles, c'est la conséquence d'un cycle, c'est la conséquence d'une ovulation. Donc, faut pas l'analyser de manière individualisée, faut le remettre dans le contexte. C'est la partie la plus visible de l'iceberg. C'est plus facilement reconnaissable, donc la plus accessible. Donc, à travers l'observation de ça, on a énormément d'informations sur soi. Comme je disais, moi, j'ai un prisme santé. Donc, pour moi, en ça, c'est précieux. Après, c'est vrai que quand on commence à vivre nos menstruations avec beaucoup plus de conscience, on s'aperçoit que c'est aussi une opportunité de se recharger, d'apprendre sur soi, de faire un peu table rase d'un point de vue émotionnel, énergétique du cycle qui a précédé. Et si on commence à saisir ces opportunités-là, on commence à avoir envie d'avoir nos règles, Mm. parce que ça nous fait du bien d'avoir ce temps de libération que les hommes n'ont pas, de décharge. Mm. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois, tu attends d'avoir tes règles parce que tu sens qu'il y a une pression Voilà. intérieure qui monte, on en a marre d'accumuler. Moi, c'était vraiment ça, là, sur ce dernier cycle. Là, c'était Voilà, ça. 3 jours t'accumules. avant, je me disais, mais c'est quand, là? J'avais l'impression, ça Comme monte, ça si, monte, quand ça elles monte. allaient arriver, Ouais, ouais, le ça fait soulagement. pff, ça s'arrête. Mm. C'est comme ça s'explique pas, c'est Mm. dans le corps. Mais c'est pas que corporel, c'est énergétique aussi, tu vois. Mm. On sent qu'on accumule, on accumule, on accumule, il y a quelque chose qui lâche à ce moment-là.
Et donc, quand on commence à le vivre comme ça, ben, on se rend compte qu'on n'a plus envie de s'en passer parce qu'on a besoin de ça. C'est comme 3 jours, enfin, c'est comme faire une thérapie ou je sais pas quoi. C'est un moment où tu lâches, quoi. Donc, il y a tous ces aspects-là qui font que pour moi, quand on commence à vivre ses menstruations différemment, ça devient vraiment un cadeau. Et d'ailleurs, les femmes qui vont vers la ménopause, après, ont une nostalgie, peuvent avoir une Hmm, nostalgie du hmm, passage. C'est-à-dire, ah là là, mais je vais plus avoir ce repère. Il va falloir que je trouve d'autres repères. Mais je vais plus avoir ce repère, ce moment de décharge qui est physiologique et naturel, qui est un cadeau. Merci, la nature, de m'apporter ce temps où je peux me libérer de ce que je porte depuis un mois, hmm, sans avoir à faire quoi que ce soit, tu vois. Donc, voilà, après, moi, je prêche, comment dire, c'est une expérience que je vis depuis des années et qui est vraiment incorporée, mais c'est quelque chose que l'on goûte progressivement, tu vois. hmm. C'est pour ça que je me dis aussi quel cadeau d'en avoir entendu parler, parce que j'aurais pu vivre tous mes cycles sans savoir ça, et je me dis, oh, mais Ouais. ça aurait été vrai. Enfin, je suis quelque part triste aussi pour les femmes qui sont déjà ménopausées et qui n'ont pas eu accès à ça, quoi. Parce que c'est tellement puissant. Bah, c'est ça, c'est moi, j'ai à cœur de diffuser à grande échelle, juste pour dire, ça existe, comme tu dis, ça existe. Après, ça résonne pas, c'est ok. Une femme, quand on entend parler et qui dit, ouais, c'est pas du tout mon truc, il n'y a pas de souci. Au moins, tu as eu l'info aussi. C'est pas pour toi, c'est pas pour Hmm, toi. Tout est ok, en fait. hmm, Moi, je suis pas là à dire toutes les femmes doivent faire ça. Non, non, mais en tout cas, se priver de cette information, c'est vraiment dommage. Et comme je dis, même si on est en préménopause, c'est jamais trop tard. hmm. Les quelques cycles qui nous restent, les quelques années qui nous restent à expérimenter, c'est déjà un cadeau qu'on se fait pour la suite, dans la connaissance de soi, en fait. Puis après, il y a un moment pour tout. Peut-être que tu vas en entendre parler. Enfin, moi, c'était clairement ça. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est en regardant une Ouais. vidéo d'une fille qui avait une van life et qui disait, bah, moi, je fais ça. Je me suis dit, quoi? Elle disait, je déverse mon sang dans la nature, je mets aucune protection. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Donc, c'est venu comme ça. C'était il y a C'est peut-être ça. 4 ans. Puis il a fallu attendre encore 3 ans pour Et que. oui, parce que tu t'es dit, c'est parce qu'elle a un mode de vie Ouais, particulier, c'est une c'est nana ça. C'est particulière. ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, moi, j'ai des fans qui me suivent depuis des années, c'est aujourd'hui qu'elles se lancent. Parce que Oui, c'est parfois, on ça. a d'autres priorités dans notre vie. Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même un apprentissage qui demande d'y consacrer un peu de temps. Donc, parfois, c'est une évidence, ça nous tombe dessus. On se dit, ah, mais j'en ai marre de mes douleurs. Et si j'essayais ça, par exemple, etc., où je sens que j'ai une vraie réconciliation avec ma féminité, c'est peut-être par là que ça va passer. Puis parfois, on entend parler, on se dit, bon, ouais, mais pas tout de suite. Là, Hmm, il se passe plein de trucs dans ma vie. Je reviendrai plus tard quand j'aurai cet espace. Parce que c'est un cadeau qu'on se fait. C'est un temps pour soi et il y a plein de choses qu'on a envie de faire, mais on ne fait pas. Hein. J'ai envie de prendre des cours de danse, de chanter, voilà, ça me ferait énormément de bien, mais je ne prends pas encore ce temps-là. Et puis à un moment donné, ça y est, la graine est prête à pousser et là, on se consacre à ça. Donc, il faut vraiment choisir son timing et se dire, bah, peut-être là, il y a des femmes qui vont écouter, elles vont se dire, c'est une information qui est intéressante, c'est pour maintenant, et d'autres qui vont se dire, bah, je mets ça dans une petite boîte, je sais que ça existe. Et peut-être hmm, qu'un jour, je serai prête. Peut-être ce jour, c'est quand ta fille, elle rentre dans la préadolescence et que tu dois lui transmettre quelque chose et tu dis, non, mais attends, je peux pas lui transmettre ce qu'on m'a transmis, en fait. Donc là, tu hmm, t'y colles. Tu vois, il y a des moteurs, il y a des motivations comme ça qui font qu'à un moment donné, tu veux passer le cap parce que là, la cause est plus forte, tu vois. hmm. Ouais. Et pour finir, il y a deux petites histoires que j'aimerais bien que tu nous racontes. La première, pour qu'on se rende compte un petit peu du pouvoir de l'utérus que tu as partagé dans ton livre. Tu nous as expliqué que l'utérus ne vieillit pas. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ah oui, oui. J'aime bien comparer l'utérus à l'énergie du phénix. Du moins l'endomètre. C'est-à-dire que l'endomètre, c'est quand même assez dingue quand on y pense. C'est comme la queue du lézard qui repousse de manière incessante. C'est en fait un organe qui va se décomposer et se reconstituer. Et pourquoi à un moment donné ça s'arrête? C'est pas que l'utérus a vieilli et qu'il est plus capable, c'est que les ovaires arrêtent de sécréter les hormones qui vont réveiller cet utérus-là.
Et du coup, en fait, l'utérus va réagir aux hormones. Mais c'est comme une terre qui dort. Et si tu remets des graines et de l'eau, ça pousse, en fait. Et l'expérience et l'histoire que je raconte dans mon livre, c'est l'histoire d'une femme qui n'a pas d'utérus pour des raisons, je crois que c'était qu'elle est née sans utérus, mais elle avait des ovaires. Donc elle a des cycles parce que c'est les ovaires qui font les hormones, mais elle n'a pas d'utérus. Et le jour où elle a voulu un enfant, sa mère, qui était déjà ménopausée, donc ça fait plusieurs années qu'elle n'avait plus ses règles, par transplantation, a pu lui transmettre pendant le temps d'expérience, on va dire, son utérus. Donc ça a été la première expérience. Et j'ai entendu qu'en quoi il y en avait une autre récemment, une autre transplantation d'utérus comme ça. Et sous l'effet des hormones de la jeune fille, l'utérus de la mère qu'elle avait dans son corps a repris vie. Donc elle a eu ses premières règles. C'est une histoire de C'est fou. fou, c'est fou. C'est fou, ce qui lui a permis de porter son premier enfant parce que du coup, elle a pu tomber enceinte. Donc ça montre qu'un utérus, en fait, si on remet... Et d'ailleurs, F- autre aparté, mais je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, quand il y a eu la vague de vaccination, il y a eu des femmes ménopausées qui ont témoigné qui ont eu des retours de règles. T'as entendu parler de Oui, ça ou oui, pas? oui, oui. En fait, c'est des retours de saignement, c'est pas des règles dans le sens où elles n'ont pas ovulé. Hmm, Mais en fin de compte, sous l'effet, peut-être qu'il y a eu un effet hormonal qui fait que malgré le fait que ça faisait des années qu'elles n'avaient plus leurs règles, elles ont eu des règles. T'imagines hmm, la surprise? hmm, Et il y en a qui se sont demandé, est-ce que j'aurais pu tomber enceinte, tu vois, parce qu'après on se dit, mais comment ça se fait, quoi? Donc vraiment, l'utérus, bah, c'est une terre. hmm, C'est la terre, en fait, hmm. fertile. Donc tu remets C'est fou. les bons composants, ça pousse, c'est Hmm, tout, quoi. c'est dingue. Au bout d'un moment, ça s'arrête parce que ça se Hmm, repose du fait de l'environnement hormonal. Mais en hmm. soi, il suffit de remettre tous les éléments. Hmm. C'est comme une femme ménopausée, si la remets sous pilule, quand elle va arrêter, enfin si elle prend la pilule et qu'elle simule un cycle avec la pilule, comme ce qu'on fait avec les femmes qui prennent la pilule, si elle l'arrête, il y a des saignements, mais finalement il n'y a pas d'ovulation. Oui, Donc c'est des saignements exactement, qui ne sont pas des règles. Mais du coup, c'est la exactement. preuve qu'il y a quand même quelque chose qui peut se passer. Ah Donc, ben oui. enfin L'endomètre, il repart. c'est fou, c'est fou. Ouais. C'est magique, hein. Et puis Ah là, ouais, c'est très puissant, ouais. Mm. hmm. Puis j'aime bien cette comparaison que tu fais avec la Terre, comme quoi finalement tout est lié en fait. Oui, ben, on est une extension de la nature, hein. Hmm. On l'oublie parce qu'on vit dans des maisons, dans du dur, on roule dans des voitures et on prend l'avion. Mais à la base, on est des animaux. Enfin, je veux dire, on est des êtres de la nature. Donc, par analogie, c'est pour ça qu'on fait aussi le lien entre le cycle menstruel et le rythme de la Lune, 29 jours. Tu retrouves des échos, des similitudes, en fait. Tout fonctionne pareil, c'est juste que ça se manifeste pas de la même manière, Hmm. tu vois. Hmm. Et quand tu commences à voir ça aussi, tu te rends compte, bah, ça donne envie de respecter sa propre nature, c'est clair, quoi. Hmm. Comme tout est lié, la connaissance de soi qui finalement t'amène à respecter l'extérieur de Ouais, toi, finalement. exactement. C'est pour Hmm. ça que les femmes qui s'intéressent beaucoup au flux libre, c'est les femmes qui sont déjà dans un mode de vie souvent un peu alternatif, qui Hmm. sont déjà très connectées à la nature, parce qu'il y a une forme d'évidence, Hmm. en fait. Tu sais, l'extérieur et le dedans, c'est Hmm. pareil, tu vois. Hmm. Hmm. Donc, il y a une forme il y a même un appel, un désir, tu vois, de rendre son sang à la nature. Il y a beaucoup de femmes qui disent elles donnent leur sang à la nature, tu vois. C'est comme un flot qui se joue, quoi, tu vois. Mm. Hmm. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire des singes et de la centième femme. Est-ce que tu peux nous la raconter? Ouais, ça, la théorie du centième singe. Bah, ça, j'aime bien en parler pour donner de l'espoir sur le fait que notre changement à soi est peut-être un changement collectif, en fait. C'est-à-dire que la théorie du centième singe, c'est une histoire qui explique que sur une île au Japon, il y a eu en fait une tribu de singes et c'était une femme singe, a commencé à nettoyer ses patates douces qui étaient ensablées dans de l'eau avant de la manger. Ça paraît bête comme ça, mais quand elle a commencé à faire ça, eh ben, tous les singes de la tribu, par imitation, ont commencé à faire la même chose. Non, c'est pas bête ce qu'elle fait, c'est vraiment pratique son truc, je vais faire pareil. Jusque-là, rien de particulier.
Et ce qui a été hyper surprenant, c'est que à des milliers de kilomètres, sur une autre île, des singes ont commencé à faire ce nouveau comportement-là, c'est-à-dire nettoyer les patates douces avant de les manger, jusqu'à ce que ce comportement se normalise. C'est-à-dire que l'entièreté de la race, à partir d'un nombre clé d'individus, donc symboliquement on dit centième singe, mais en fait c'est à partir d'un chiffre critique, le comportement bascule comme un comportement de l'espèce. Hmm. Et ça, c'est assez fascinant de se dire que moi, depuis 10 ans que j'enseigne le fibre instinctif, je me rends compte quand même que j'ai de plus en plus de femmes qui me disent: Ah, mais c'est marrant, je le fais déjà. Hmm. Oh, waouh, waouh. Non, c'est extrêmement puissant. Comme si c'était en train de basculer inconsciemment dans notre comportement. Comme si on se le transmettait dans l'invisible, tu vois. Incroyable. Et c'est fou, c'est Hmm. complètement fou. Comme ça, on parle des prochaines générations. Ça se trouve, les prochaines générations vont nous regarder avec des gros yeux en mode, quoi, tu mettais des couches? Non, mais c'est chelou, tu vois. Tu vas Ouais. aux toilettes, pourquoi tu mets une couche, tu vois? Hmm. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se transmet dans l'invisible aussi. Et moi, je le vois parce que c'est de plus en plus facile de transmettre le flux libre. Là où avant, il fallait vraiment mettre le paquet. Maintenant, il y a certaines femmes, j'ai juste à dire que ça existe, elles le pratiquent. Parce que ça devient, c'est comme si ça remonte à la surface, tu vois. C'est fou. Donc, voilà, par extension, quand je parle de la théorie du centième singe et que je dis dans mon livre qui sera la centième femme, c'est qui sera celle qui fera basculer euh, Hmm. ce comportement qui aujourd'hui est un choix individuel dans un bouleversement collectif du fait qu'on atteint un chiffre critique. Et ce chiffre critique, c'est pas du tout la majorité, hein. C'est très très bas. Mais il y a un Hmm. moment donné, il y a un point de bascule en fait. Hmm. Donc, affaire à suivre. Pour ça que chaque femme qui adhère, qui intègre, et on n'est pas dans une pratique à 100% encore une fois, hein. C'est quelque chose qui, enfin, c'est pas rien en Hmm. fait. Hmm. C'est pas rien. Donc D'où ça donne le, beaucoup d'espoir. ouais, d'où l'importance de ton travail, vraiment incroyable. Ouais, je fais ma part. Le petit colibri, Je le fais ma petit part. colibri. C'est ça, je fais ma part, ouais, c'est ça. Jusqu'où, pendant combien de temps, je sais pas, mais en tout cas, là, j'y vais à fond, quoi. Est-ce que tu aurais une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter? Une inspiration positive, c'est quoi que t'appelles une inspiration positive? Ce que tu veux. Attends, alors faire descendre l'inspiration. Moi, je dirais que pour clôturer, peu importe flux libre ou autre, moi, je souhaite à toutes les femmes et à tous les hommes qui écouteront ce podcast d'écouter les petites voix qui les guident. Voilà. La petite voix qui leur dit, tu devrais appeler telle personne, tu devrais te lancer dans ça, tu devrais acheter tel livre. Parce que ça paraît rien, mais ça peut être le début de grands changements parce que moi, ça a commencé comme ça. Ça a commencé d'une phase zéro déchet où j'ai arrêté le plastique, j'ai mis tout dans des bocaux et je me suis acheté des serviettes lavables pour tester. Et là, bah, tout s'est suivi en fait. Et des petits choix sont en fait le début de grandes choses. Donc voilà, je dis l'été arrive. euh, c'est là où on est inspiré, c'est là où il se passe plein de choses dans nos vies. Écouter cette petite voix qui nous parle, ça peut amener à des belles choses. Ouais.